Ah, Douglas le Parpaillot. Quand on le lit, on a l'impression que le rabbin a tué le pasteur. Ce matin, un rabbin a tué un pasteur. C'était un rabbin qui avait un crucifix. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue. Le livre est une arme chronique. Numéro 31, l'étrange suicide de l'Europe, immigration, identité, islam, de l'anglais Douglas Murray. Alors, Douglas Murray n'est pas le premier venu. C'est un homme reconnu et plutôt écouté. Il travaille pour le Sunday Times et possède même sa chronique au Wall Street Journal. Est-ce un hasard? Votre petit doigt remue quelque peu et vous fait comprendre qu'il existe peut-être une entourloupe là-dedans. Nous y reviendrons dans Au-delà du livre. Le livre est un vrai succès librairie dans toute l'Europe, traduit en 12 langues. C'est donc un essai plébiscité qui donnera le ton de la pensée des Européens dans les années à venir, eu égard à sa massive diffusion. Je me méfie habituellement grandement des anglo-saxons dès lors qu'ils ne font pas de l'histoire pure et qu'ils désirent penser. L'étrange suicide de l'Europe, livre de presque 600 pages, recommandé par toute la droite française. Bon, je me suis laissé tenter. Aurais-je dû écouter mon petit doigt? Eh bien, écoutez jusqu'au bout. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. L'essentiel nous tend les bras. L'auteur Douglas Murray, dans son avant-propos, égrène l'interminable liste des actes criminels commis par des Asiatiques. Ouais, c'est comme ça qu'on les appelle là-bas en Angleterre. Les Asiatiques, donc commis ces dernières années en Angleterre. Donc, rien de bien innovant ici, mais l'auteur insiste surtout sur les réactions après ces crimes. Les réactions des blancs-blancs, vous l'avez compris. Alors chez eux, nulle colère, nulle envie de vengeance, nulle volonté de réforme. C'est l'apathie générale. Il faut dire que dès le début des vagues migratoires en Grande-Bretagne, toute parole anti-immigrationniste fut raillée ou marginalisée. On pense ici à l'homme politique Powell. Toutes les digues servant à protéger la population anglaise sautent une à une jusqu'à parvenir au gouvernement travailliste de Tony Blair et de sa ministre de l'immigration, la fameuse judéenne Barbara Roche. Alors Roche, elle, c'est une synthèse, à elle toute seule. Elle adore la diversité de Londres. Les Blancs ne devraient jamais parler d'immigration. Toute critique de l'immigration, c'est du racisme. Ou encore cette risible déclaration « Je suis juive, j'ai toujours pensé que l'Angleterre était un pays d'immigrés ». Vous voyez, c'est les mêmes affabulations qu'en France, avec les mêmes personnes. Maintenant, parlons de l'immigration. L'immigration a toujours été, et reste le seul thème sur lequel il était interdit de débattre. Même chose en Angleterre qu'en France. Logique, dirions-nous, puisque l'immigration s'inscrit dans le concept du progressisme. C'est une marche en avant, c'est dans l'ordre des choses, symbolisé par la phrase de l'hirsute Boris Johnson « Il n'y a rien que nous puissions faire maintenant si ce n'est rendre le processus d'intégration aussi efficace que possible. » Vous voyez, il a clairement, il affiche les couleurs. Le progressisme donc a le mérite de rendre inéluctable la chose, tout comme la démographie. La population britannique passera à 77 millions d'habitants en 2050, puis 80 millions en 2060, exclusivement due à l'immigration. Immigration d'ailleurs calculée, on ne sait pas trop pourquoi, à la baisse selon cette estimation. Car avec les entrées de population actuelles, l'Angleterre culminerait plutôt à 90 millions d'habitants en 2060. Donc certainement, on fait baisser les taux pour ne pas trop effrayer les gens. Mais si on suit la logique actuelle, nous devrions être plus proches des 90 millions d'habitants en 2060 avec seulement et uniquement des immigrés. 2060, c'est l'année où les Blancs seront minoritaires. Rapidement dans les détails, dans les pays occidentaux, vendre l'immigration, c'est s'appuyer sur 4 mensonges principaux qui nous ont justement été vendus à travers le temps, qui se mêlent et s'entremêlent au gré des gouvernements en place, mensonges que vous connaissez tous mais que nous allons rappeler très rapidement. Alors le premier, cela ferait du bien à l'économie.
Bon, le migrant bénéficie de privilèges sociaux auxquels il n'a pas cotisé. Donc déjà, vous voyez l'entourloupe. Il pousse les salaires à la baisse, il pèse sur le logement en crise et il ne réinjecte pas son argent dans l'économie locale, mais il l'envoie à l'étranger. Donc déjà, on balaie tout de suite le premier mensonge. Deuxième mensonge, le sempiternel vieillissement de la population, que nous pourrions combler en faisant nous-mêmes des enfants. C'est une possibilité. Mais cette immigration qui tire les salaires vers le bas, qui obère toute idée de grande maison avec plusieurs enfants, et qui laisse planer les peurs de conflits ethniques, eh bien cette immigration-là, elle nuit à cette idée de faire beaucoup d'enfants chez les blancs ou chez les deux souches, comme on pourrait les appeler. Et on fera donc appel au venin pour résoudre la maladie, en quelque sorte. Troisième mensonge, la mondialisation. Alors c'est le mensonge qui paraît, c'est inéluctable. L'Europe est trop attirante, blablabla. C'est bien parce que ça caresse l'Européen dans le sens du poil. L'État-providence européen est trop attirant et voilà, c'est pour cela qu'on ne peut rien faire. Enfin, quatrième mensonge, l'enrichissement culturel. Pour rappel, pas besoin de faire venir 500 000 Turcs pour avoir droit à un restaurant turc en ville. Vous faites venir un seul Turc et ça suffit, hein. Pas besoin. Et puis, quid de la paupérisation culturelle? Parce que la petite Anglaise prise dans un trafic d'esclaves sexuels et sur le front de laquelle on a marqué un M au fer rouge, M comme Mohamed, hein, le nom de son bourreau, pas le prophète, hein, elle a été enrichie, elle? Maintenant, passons au chapitre des migrants, les faits, parce que l'auteur, c'est la meilleure partie du livre, c'est lorsque l'auteur se rend sur les îles grecques, italienne, et il interroge et il rend compte de ce qu'il voit. Dans les faits, concrètement, l'île de Lampedusa, dont vous avez entendu parler très souvent, et, chaque semaine presque, depuis 20 ans, demeure une véritable gravitation pour les migrants. Détaillons. D'abord, géographiquement, l'île a tout à voir avec l'Afrique du Nord. C'est les mêmes paysages, c'est une île de 8 km² située à 9 heures de ferry de la Sicile, 9 heures. Ensuite, le centre de rétention, c'est un centre de rétention, mais c'est en attente d'identification des migrants, c'est pas une prison, hein. Ne contient pas les milliers de clandestins il ne peut pas contenir les milliers de clandestins qui essaiment dans l'île. Enfin et surtout, l'opération Mare Nostrum, qui a été montée à coût de 9 millions d'euros, facilite grandement les afflux. Bah oui, parce que les passeurs savent que ces frégates viendront, ou les vaisseaux d'ONG viendront à la rescousse de toute embarcation dorénavant, grâce à la puissance de leur radar. De fait, ces embarcations se font de plus en plus fragiles, chétives. 150 000 personnes, par exemple, ont été récupérées. Donc en fait, les passeurs qui savent que la loi maintenant vient les protéger, eh bien ils prennent tous les risques avec des petites embarcations, puis après ils appellent à l'aide. Mare Nostrum puis Frontex créent un appel d'air inéluctable. La traversée est quasi garantie. Les passeurs passent pour des héros et les passeurs augmentent aussi leurs tarifs. De plus, les illégaux sont accueillis par le fameux « Bienvenue en Europe » qui est écrit un peu partout, tandis qu'ils posent le pied sur le bateau de l'ONG. C'est ONG guide, en quelque sorte, qui donne des conseils aux migrants pour devenir européens. Précisons bien que Lampedusa n'est qu'un léger exemple que je vous sers au petit déjeuner. Des milliers et des milliers de clandestins débarquent sur des dizaines d'autres îles depuis la Libye, certes, mais aussi depuis l'Égypte, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, avec les enclaves de Melilla et Ceuta. Le racisme à bord des embarcations est monnaie courante. Des exemples tirés du livre très rapidement. Alors par exemple, les subsahariens sont systématiquement maltraités par les Arabes. Autre exemple, les Somaliens sont toujours projetés dans la soute. Ils seront les premiers à mourir en cas de problème. Un autre exemple, par exemple, qui m'a assez... Un capitaine camerounais musulman, un jour, en pleine mer, accuse le pasteur protestant d'être responsable du mauvais temps. Ils étaient en retard ou ils avaient du mal à avancer. Résultat, tous les protestants sont jetés par-dessus bord. Page 148 du livre. En Grèce, l'auteur nous relate ses rencontres. Il nous décrit les îles de Lesbos, de Morta et de Karatepe, submergées par la foultitude de réfugiés débarquant de la Turquie voisine, qui est d'ailleurs visible aisément à l'œil nu. Les autorités locales grecques, déjà endettées jusqu'au menton, gèrent cet afflux.
Des ONG internationales composées de gauchistes occidentaux interviennent parfois et gèrent certains centres, sur les murs desquels il est écrit « Ici, pas de racisme, pas de violence, pas de sexisme et pas d'homophobie. Bienvenue en Europe, mes amis. » Rapidement, ajoutons un peu d'eau au moulin de Douglas Murray, petite parenthèse fort instructive, avec un article de Die Welt, quotidien allemand. C'est quelque chose que j'ajoute qui n'est pas dans le livre. L'on apprend qu'en mars 2021, le parquet italien a inculpé 21 membres d'équipage d'ONG, Médecins sans frontières et Save the Children, pour immigration illégale. Même chose en Grèce en septembre 2020 concernant l'ONG Mare Liberum, 35 accusés, dont 26 allemands. On parle ici de trafiquants d'êtres humains aidés par les ONG grâce à leurs traceurs de navires. Les ONG, en fait, elles informent les trafiquants de tout mouvement des gardes-côtes grecs ou italiens et donnent la position des navires des ONG pour que les passeurs lancent un appel d'urgence lorsqu'ils sont à proximité. Parenthèse refermée. L'auteur nous présente un Afghan qui avait un emploi au ministère de l'Éducation, responsable des écoles à Herat. Face aux talibans, il refusa d'abandonner son poste, il fut donc enlevé, séquestré, ses mains ont été brisées, et puis violé aussi, tous les jours. Enfin, chez eux, on dit pas violé, on dit attaqué par derrière. L'on apprend que les Afghans de l'ethnie Hazara, qui est une minorité chiite, semblent particulièrement persécutés par Daesh et par les talibans. Passons maintenant au volet multiculturalisme et politique. Parlons politique donc. Jetons un œil dans le rétroviseur. Lorsque les immigrés débarquèrent en Europe, les hommes politiques couards, soumis et sans idées, se mirent à croire à une société multiculturelle. Et oui, ça évite de bosser, de penser, d'avoir des convictions, de tenir tête, enfin d'être droit. Sauf que ces immigrés en question, quel que soit le pays, demandaient la ségrégation, ils la sollicitaient, ils la désiraient, ils désiraient conserver leur culture et leurs coutumes. Les politicards devaient donc changer le discours, puisque ça ne fonctionnait pas, l'idée de multiculturalisme. Pour qu'ils se sentent chez eux, il va falloir réécrire l'histoire. Comment ? Eh bien, toute culture devient à minima à égalité avec la culture européenne. C'est ça l'idée. Par exemple, les pays européens se lancèrent dans une élévation de la culture musulmane à travers de nombreuses expositions, en Espagne surtout, ils donnent des exemples, des émissions sur le califat musulman en Andalousie par exemple, ou le génie de la science musulmane. Toute idée, toute thèse allant à l'encontre se voyait taxée d'islamophobe. Rappelez-vous du superbe livre de Sylvain Guggenheim en 2008. Autre technique, le dénigrement de la culture européenne à travers la négation, ça c'est une négation autorisée ici, comme Macron avec la culture française, ou la ministre suédoise Mona Sahlin, qui affirma dans une mosquée que les Suédois jalousaient la culture kurde. Donc on fait comme si on n'avait pas de culture. Les hommes politiques. De toute façon, les politiciens ne savent pas gérer cet afflux. On parle de 200 à 400 000 entrées en France chaque année. Et certaines années en Allemagne, on parle de 1,5 million d'entrées. Imaginez, ils sont tellement perdus que Merkel aurait demandé conseil à Netanyahou pour qu'il lui explique comment Israël a réussi à accueillir les immigrés juifs de Russie. on dirait un éléphant qui se présente dans une maroquinerie. On y reviendra à la fin. Bref, comme le rappelle l'auteur en s'appuyant sur le livre de Jean Raspail, dont il parle avec des éloges, les hommes politiques européens sont bloqués. Soit ils refusent la dignité humaine, soit ils détruisent l'identité de leur pays. Et vous savez quel chemin ils prirent. Au point même que chaque homme politique qui se serait évertué à critiquer l'immigration, la présence étrangère importante ou même l'islam voyait sa carrière se terminer. Citons Hans Janmaat, aux Pays-Bas, dont l'hôtel où il résidait fut incendié. Sa femme perdit une jambe en sautant par la fenêtre. Pim Fortuyn aussi fut assassiné par un gauchiste. Theo van Gogh par un musulman, toujours dans le même pays, aux Pays-Bas. Tous ceux qui se montrèrent critiques envers l'islam, tous furent désignés comme les méchants de l'histoire. On a l'histoire de la femme qui s'appelle Falacci en Italie. On a même Brigitte Bardot ou Welbeck en France qui ont eu des mailles à partir avec la justice à cause de ça. Ou la Somalienne Hirsi aux Pays-Bas qui perdit la nationalité et qui a dû fuir aux États-Unis de mémoire.
L'Occident est rendu malade au-delà de l'imaginable. L'Occident se pare de tous les crimes, l'Occident se hait, l'Occident crache à la figure de son grand-père. Vous croyez que la Turquie, que la Mongolie se sentent honteux quant à leur histoire et aux crimes éventuels qu'ils ont pu commettre? En Turquie, il existe même une loi qui empêche de critiquer le pays. Ils ont bien raison. Pour conclure cette partie, terminons par ce symbole norvégien. Ce monsieur Karsten Nordahl Hauken. Alors accrochez-vous, parce que ça c'est... Cet homme-là, c'est le norvégien type, c'est vraiment on peut pas faire plus norvégien, politicien, féministe, de gauche, antiraciste, hétérosexuel. Un jour, le bougre, c'est le cas de le dire, le bougre se fait monter dessus, il se fait visiter par derrière, je me souviens plus quelle était l'expression des Afghans, donc il se fait monter dessus, il se fait violer par un Somalien de passage, un réfugié, qui a été confondu par son ADN. Devinez la suite. Eh bien, le pointeur s'est pris 4 ans et demi de prison, puis fut renvoyé dans son pays. Mais maintenant, laissons la parole à notre politicien norvégien. J'éprouvais un profond sentiment de culpabilité et de responsabilité. C'est à cause de moi qu'il ne pouvait plus vivre en Norvège. Voilà. Je pense qu'un petit blanc fait du bien après ce que je viens de vous dire. Maintenant, passons aux raisons du fiasco. L'essai de Douglas Murray s'avère quelque peu débridé, c'est vrai. Les idées ne s'enchaînent pas de manière logique. Passons tout de même, aux raisons du fiasco, raisons éparpillées, mais que nous réunissons dans ce chapitre. D'abord, nous en avons touché un mot, le masochisme. On pourrait même parler de dolorisme des Européens. À cela s'ajoute l'Europe et sa création. Plusieurs conséquences s'ensuivirent, parmi lesquelles la volonté de laisser la responsabilité aux États impliqués de gérer les arrivées massives. Évidemment les États du Sud, puisqu'ils viennent du Sud ces gens-là. Italie, Grèce, Espagne. Des États qui sont pas préparés à ça, ni humainement, ni administrativement. Aussi, avec Dublin III, un migrant devait demander l'asile dans le pays où l'on prenait ses empreintes. Alors devinez quoi, les pays du Sud, ils prennent pas les empreintes puis les libèrent. Comme ça, c'est le Nord qui prend les empreintes. Ils n'ont pas envie de s'alourdir administrativement. Autre conséquence, les hommes politiques anti-européens reçurent un coup de chausson. Et comme par hasard, ces hommes politiques anti-européens étaient souvent aussi ceux qui étaient dans la grande majorité anti-immigrationnistes. L'auteur cite par exemple en France Pasqua ou Jean-Marie Le Pen. Okay. Autre raison du fiasco, on aurait aimé que l'auteur creuse ici, mais bon, on peut pas dire qu'il est au niveau de Plaquevent, Soros et ses réseaux. Par contre là, il le traite pas de manière négative, Il en parle, mais il traite pas de manière négative. C'est le ton qui est pris n'est pas du tout accusatoire. Donc c'est seulement sur une demi-page chez l'auteur et il nous vend ça comme une opposition Soros-Orban. Soros accusant Orban de ne pas respecter les valeurs européennes, d'où son intervention. C'est absolument risible. Aucun commentaire de l'auteur là-dessus. Donc il dit que les réseaux Soros financent bel et bien les ONG, mais il ne nous le vend pas comme quelque chose de négatif. Il dit que c'est une opposition à Orban. Autre raison, la chute sidérante de l'intelligence européenne. La pensée européenne, symbolisée auparavant par la philosophie allemande, s'est vautrée dans la déconstruction. Ajoutons à cela un athéisme croissant, et oui, pas de religion, cela occasionne un déficit de réflexion sur la vie, en général, et sur ses grands principes, ou même sur les valeurs. Maintenant, le funèbre avenir. Funèbre avenir qui s'annonce donc. Un peu comme une bombe dont le tic-tac résonnerait continuellement, seulement là, il n'y a pas de fil rouge à débrancher. Pensons d'abord au vivre ensemble qui nous tend les bras avec ces nouveaux arrivants, comme le suggère l'expression, toujours plus de vivre ensemble. Une cohabitation qui a plutôt mal commencé eu égard au viol à Cologne, avec des viols en série perpétrés sur des jeunes Allemandes, le tout dans une décontraction, une logique d'action proprement déconcertante. On évoque près de 2000 viols en une soirée, plus d'autres ailleurs dans d'autres villes, et une gauchiste qui parlait de ça dans le livre dit que seulement 1/8 des viols occasionnent une plainte. Donc vous faites vos calculs.
Et je n'évoque pas l'islam ici, hein. On ne parle pas de l'islam responsable. C'est seulement un décalage civilisationnel, histoire de marquer la litote, on va appeler ça un décalage civilisationnel. Parce qu'avec l'islam, on peut parler plutôt d'incompatibilité civilisationnelle, ou même d'opposition civilisationnelle. Vous voulez des exemples? Le premier exemple, il n'est pas tiré du livre, il est de cette semaine. Vous avez Abdeslam qui se proclame à son procès cette semaine. Il se proclame serviteur d'Allah. On a un exemple tiré du livre, l'exemple de Adebolajo qui a tué un jour un jeune soldat britannique. Il a laissé une petite note dans sa poche et dans sa petite note était écrit « Mes enfants chéris, sachez que se battre contre les ennemis d'Allah est une obligation. » Autre exemple, à Luton, un jour, un défilé militaire reçoit injures et quolibets de la part de la population musulmane majoritaire présente. Parce que Luton, c'est vraiment un endroit où les musulmans sont en majorité, plus que les blancs. On leur crie dessus, tueurs d'enfants. Bref, vous voyez, jamais ils ne seront soutenus par les politiques, même si c'est des militaires. Au contraire, les politiques, eux, s'attaquent aux nations. Et les gens, pourtant, les Européens de souche, comme on les appelle, ils n'en veulent pas de cet islam. C'est clair, c'est assez visible. Ils voient bien qu'il n'enrichit pas, que l'Europe n'est pas en train de passer un cap civilisationnel avec les 504 breaks diesel. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est pour le bon mot, c'est pas pour me moquer que je dis ça. C'est donc, en plus je dis ça avec 40 ans de retard. C'est donc un accroissement de la violence, un accroissement des incivilités qui nous attend à coup sûr. Un accroissement de quelque chose qui est déjà prégnant. Pensez que la Suède est le pays au plus grand nombre de viols par habitant. La Suède! Plus, ils sont premiers. Plus que le Lesotho qui est deuxième. Le Lesotho. Le funèbre avenir qui nous attend, c'est donc aussi la submersion démographique. Les vagues des arrivées se font de plus en plus hautes et l'occidental, penaud, attend bouche ouverte d'être noyé. Les musulmans et ou les Africains seront majoritaires dans tous les pays européens sous peu. Et qu'avons-nous à leur proposer comme modèle? Rien. Rien qui puisse leur donner envie de se dépouiller d'une partie d'eux-mêmes pour avoir l'impression d'embrasser quelque chose de plus grand. Pour embrasser une culture européenne florissante. Nous n'avons aucune religion, aucune pensée, aucun amour-propre. Pire, on n'a aucun art. C'est fini. L'auteur croit en Welbeck. Bon, rions ensemble un petit instant. Nous évoquions le dolorisme tout à l'heure, mais il y a de cela. L'Occidental gauchiste ne désire pas mettre un terme à l'immigration. Il pense qu'elle cessera d'elle-même, comme la douleur. Sauf que douleur intense annonce mourance. Avenir encore plus funèbre si l'on aggrave la réflexion. Et si les Occidentaux étaient finalement de trop dans leurs pays respectifs? C'est cette idée qui dominera le débat à l'avenir, croyez-moi. Lorsque, irrémédiablement, bon nombre de gens en auront marre de cette immigration. C'est déjà le cas, mais ça va être puissance 1000. Ils en auront marre de cette immigration sauvage et ils s'en plaindront ouvertement, avec véhémence, à leurs élus. Et ils diront quoi, les élus, vous pensez? Eh bien, ils diront ce que cet élu allemand a dit en 2015, un certain Walter Lübcke. Vous êtes libre de quitter l'Allemagne. Et les migrants, vous les imaginez arriver effacés, respectueux, marchant sur des œufs pour se fondre dans l'omelette de la nation? Bien sûr que non. Les migrants ressentiront la méfiance vis-à-vis d'eux. Ils en auront marre de croiser des autochtones européens peu souriants, énervés, et ils diront exactement ce que le réfugié syrien Aras Bachot a publié en 2016 dans un journal allemand. Nous en avons assez de ce peuple allemand en colère, peuple composé essentiellement de racistes au chômage. Nous, les réfugiés, nous ne voulons pas vivre dans le même pays que vous. Vous pouvez, et je crois que vous devriez, quitter l'Allemagne. L'Allemagne ne vous plaît pas? Eh bien, pourquoi vous vivez ici? Cherchez-vous un nouveau foyer. Et oui, la remigration que les blancs clament à tue-tête, que les droitards mettent sur Internet pour faire les malins, cette remigration ne sera peut-être pas celle que l'on pense. Allons, maintenant, au-delà du livre, alors disons-le d'emblée, en bon anglican homosexuel demi-juif, Douglas Murray donne l'impression de travailler pour le service de communication des officines talmudistes. Cela ne m'aurait même pas surpris que ce livre fût
publié par les éditions Ring, bien calé entre une BD de Papacito, Je suis viril, je soutiens Israël, ou un essai sur les bienfaits des armes biologiques du Mossad. Ah, Douglas le parpaillot. Quand on le lit, on a l'impression que le rabbin a tué le pasteur. Ce matin, un rabbin a tué un pasteur. C'était un rabbin qui avait un crucifix. Plus sérieusement, le Douglas, il enfile toutes les perles J, une à une dans le long collier de sa soumission. Allez, en voici quelques-unes, faites-vous plaisir, ces cadeaux. Évidemment, l'Iran est le méchant. La Turquie aussi, elle est méchante. Elle est génocidaire des Arméniens. Ah oui, Douglas Murray et les Donmets, ça te dit quelque chose? L'islam est une menace pour le féminisme. L'islam est une menace pour les J. Ah oui, ces pauvres J à toutes les pages. L'islam est homophobe, l'islam est transphobe. La Première Guerre mondiale, c'est à cause du concept du patriotisme. La civilisation européenne est évidemment judéo-chrétienne. Il soutient aussi Tommy Robinson, le nationaliste anglais financé par les J jusqu'au cou. Il s'élève au grand Dieu contre la barbarie des mutilations génitales chez les filles. Évidemment rien contre la circoncision du 8e jour. Certainement, ça c'est un bienfait de la civilisation. Et puis, sur quel penseur contemporain s'appuie-t-il pour écrire son essai, pour dérouler ses thèses empruntées et éculées? Devinez. Des thèses éculées, hein. Attention, je ne fais pas de mauvais jeu de mots avec notre ami Douglas Murray de la Jaquette. Alors, devinez les personnes qu'il cite à profusion dans le livre. Eh bien, BHL, évidemment. BHL cité nombre de fois. Jean-François Revel aussi, hein, on l'avait un peu oublié, lui. Jean-François Revel. Elie Wiesel. Tiens donc, Finkielkraut. Fabius. Ouais, je pensais pas qu'on pouvait citer Fabius un jour dans un livre. Et Manuel Valls, entre autres. On a la farandole, hein. On a la farandole. Et lorsque l'auteur vante les mérites de certains immigrés, qui ont dénoncé le multiculturalisme ou qui ont décrié l'islam, ce sont tous évidemment des racisés pro-Israël. On a Abu Taleb en Grande-Bretagne, Hirsi aux Pays-Bas, Soubari en Suède, Magdi Alam en Italie. Alors ceux-là, ils les aiment bien, forcément. En fait, il nous fait du sous-Zemmour, le bougre, du Zemmour léger, jusque dans le titre. L'étrange suicide de l'Europe, le suicide français. Ah oui, il existe des suicides assistés, hein, comme on dit maintenant. Parce que, qui s'est fait dégager de tous les pays européens durant l'histoire? Qui en a nourri une rancœur tenace? Qui voit l'Europe comme un ennemi à abattre? Douglas Murray. Le Machia ne viendra que quand Édom, c'est-à-dire l'Europe, la chrétienté, sera totalement tombée. Donc, c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? C'est une excellente nouvelle. Ça annonce la venue du Machia. Vous connaissez tous cette prophétie talmudique d'un rabbi quelconque. Vous voyez donc qu'à travers tous les noms cités, nous baignons dans le franquisme le plus pur, c'est-à-dire l'assimilation des Juifs d'Europe en apparence, afin de conduire à la destruction d'Édom, comme le dit notre ami d'ailleurs Gershom Scholem. Il appelle d'ailleurs cela un paravent à la destruction clandestine des institutions et de la morale. Voilà. Alors que les choses soient bien claires. Il n'est nulle question ici de défendre l'islam. Il n'est nulle question ici de prôner cette religion. Il est question ici de ne pas attaquer l'islam avec les codes, les valeurs, les intérêts, les arguments juifs. Car si nous désirons reprendre la main, si nous désirons vêtir notre pays des plus beaux atours de vérité, c'est avec notre grille de lecture catholique française que nous devons critiquer l'islam. À quoi cela servirait de s'attaquer à la religion musulmane pour sanctuariser, protéger ou pour donner encore plus de pouvoir à la religion talmudique, au féminisme ou encore à l'homophilie? Soit autant de doctrines qui nuisent à la création de familles françaises, socle de toute nation saine. Pourtant, les critiques de l'islam, selon les normes, les codes d'une grille de lecture française catholique, pullulent. Nous n'allons pas tout détailler ici, car cela demande temps, explications, comparaisons, conséquences, mais rapidement, quelques-unes. Pour terminer, vivre à la française, dans l'ex-France, hein, si on voulait être parfait. Donc vivre à la française dans l'ex-France, c'est la convivialité, c'est partager un repas du cru, inviter la sœur ou la cousine de son ami à danser avec respect. C'est une vraie incompatibilité, ça, du quotidien.
D'un point de vue politique, le musulman ne s'inscrit pas dans le paysage français, dans l'avenir du pays, dans la nation. La manif pour tous, pas de musulmans. Les gilets jaunes, pas de musulmans. Laissez-passer sanitaires, pas de musulmans dedans. Pourtant, ils sont contre, ils sont du côté de la manif pour tous. Ça ne les intéresse pas. Tout ce qui touche ici à la citoyenneté ne les intéresse pas, ne les touche pas. C'est des trucs de blancs, auxquels ils sont supérieurs d'ailleurs. Hein, d'accord? Les dhimmis. Enfin, religieusement, les musulmans ne sont pas enfants de Dieu, mais soumis à lui. Aucune notion de conscience chez eux. Ils dépendent de la Oumma. Fonder une famille pour eux, ce n'est pas une alliance avec Dieu, comme pour nous, les catholiques, où le père est en quelque sorte la référence, il est la justice dans la famille, le représentant de Dieu dans la famille. Le père de famille musulman, en réalité, n'a que le rôle de donner la religion. C'est très rapide, mais avec ça, il y a une certaine base pour pouvoir critiquer. Que jamais de France ne sorte la gloire qui s'y est arrêtée. Aimez-nous comme nous vous aimons. Als Saclamur, des Tours et des Somaras,